Bonjour à ce débat VOD sur les opportunités et les défis que vous posez à vous, producteurs européens. Je vais vous faire une courte introduction pour vous montrer les changements qu'il y a eu sur l'offre et la demande, les impacts que ça a eu sur les marchés traditionnels du film et de la télévision. Et puis on va passer tout de suite aux défis et opportunités. Donc, tout d'abord, changement côté offre. Qu'est-ce que Internet comme nouvelle voie de distribution a permis? Tout d'abord, l'entrée de nouveaux acteurs qui profitent de la distribution OTT, over the top, d'Internet, pour rentrer dans ce secteur audiovisuel européen qui était jusqu'ici régulé. Ces nouveaux acteurs, vous les connaissez tous, il s'agit des Apple, Google, Microsoft, Netflix. Eux, comme n'étant pas établis dans le pays, arrivent, grâce à la distribution d'Internet, à investir ces secteurs audiovisuels européens. Ensuite, ça a aussi permis à des acteurs traditionnels du secteur audiovisuel, tels que les entreprises de médias et télécoms, de lancer des nouveaux services. Canal Play avec son offre Canal Play, Arte VOD, Max Zone qui est édité par Prosédon. La conséquence de ce changement dans l'offre, c'est une augmentation du contenu audiovisuel disponible instantanément. Il y a l'ouverture du secteur audiovisuel, jusqu'ici fermé et régulé. Et ça veut dire qu'il y a une intensification de la concurrence. Maintenant, quand on regarde. Ok. Caroline, d'ailleurs, va vous expliquer plus en détail les différents business models qui ont fait l'apparence avec ces nouveaux services et qui sont en compétition avec les business models des acteurs déjà établis. Quand on regarde du côté de la demande, qu'est-ce qui a changé? On assiste à une multiplication des écrans et à une consommation mobile et instantanée, que ce soit par les smartphones, tablettes, etc. Mais pas seulement. Il y a la génération Y, les millennials, comme on les appelle en anglais, qui arrivent en âge de consommer et qui vont représenter 50% des travailleurs en Europe d'ici 2020. Ils ont une autre façon de consommer du contenu. C'est plus devant un poste de télévision, comme c'était le cas il y a 10 ou 20 ans. Donc, eux, c'est instantané, sur mobile, sur tablette, à la télé, là où ça leur semble bon. Et puis, il y a une abondance de divertissement aussi qui est venue avec Internet. Le divertissement, c'est pas seulement le contenu audiovisuel, le divertissement, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la musique en streaming, les films piratés. Il y a une telle abondance de contenu que les films et les séries de télévision n'ont plus le monopole du divertissement comme ça a pu l'être avant. Et quand on regarde ce que ça a eu comme conséquence sur la demande, on assiste à une consommation at all. Anywhere, anytime, any device. N'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel terminal. Ça entraîne la fragmentation de l'audience. Et qui dit audience fragmentée, dit une ressource est devenue rare, c'est l'attention de l'audience, attention que j'espère avoir de vous ou moi. Quand on regarde maintenant les conséquences sur les marchés traditionnels du film et de la télévision, on ressent déjà l'impact, et ici je vous présente juste les données 2012, baisse des ventes de DVD, Blu-ray, stagnation, légère baisse du box-office, des recettes salles, et c'est un trend qui se continue. Ici c'est 2012, les derniers chiffres de la fréquentation des salles en France au premier semestre 2014 viennent de tourner, et il y a une baisse de 16,5%. Donc on voit que l'entrée d'Internet, cette consommation à la demande, entraîne déjà des effets. Elle migre sur Internet. Quand on regarde la consommation dans les pays tels que la France, l'Allemagne, Belgique, la VOD augmente fortement, de chiffre 40%, 43%. Il y a une deuxième tendance qui se fait, c'est que la consommation par Internet ouvert, par la consommation des services des acteurs OTT over the top, a déjà en 2012 dépassé ceux des réseaux gérés, des plateformes des chaînes payantes, soit Canal+, ou Sky en Allemagne. Ça, c'est une tendance fondamentale qui va aller en s'accélérant. Les gens consomment plus par Internet ouvert, ils n'ont plus besoin des plateformes, des chaînes de télévision payantes. Et voilà. Mais sur les données, sur les chiffres d'affaires, données de marché VOD, je voudrais quand même vous signaler qu'il faut les prendre avec des pincettes. C'est un marché très opaque, on n'a pas accès à beaucoup de données financières. Des données sur les marchés circulent qui peuvent être contradictoires. Par exemple, le CNC, GFK a
a publié pour 2013 une baisse du marché de la VOD en France. Baisse du marché de la VOD en prenant en compte les acteurs établis en France et la consommation sur les réseaux gérés des chaînes de télévision payantes. Donc il y a toute cette part de la consommation OTT qui leur échappe. Donc voilà, tous les chiffres que vous pouvez lire, il faut toujours les prendre avec un peu de recul. Autre conséquence sur un des financeurs principaux de la création en Europe, la télévision commerciale financée par la publicité. Là aussi, Internet rentre de plus en plus en compétition et en concurrence pour les budgets publicitaires des annonceurs et le temps de cerveau disponible de l'audience. Ici, je vous ai juste donné les chiffres de la publicité totale sur Internet, mais ce qui est pertinent pour le secteur audiovisuel, c'est regarder la publicité vidéo online. Publicité vidéo online qui, elle, se diffuse sur des plateformes telles que YouTube, Dailymotion, et qui développent eux-mêmes un écosystème qui leur est propre. Par exemple, YouTube, il y a des multi-channel networks, donc en français, je pense ça se dit réseau multi-chaîne, qui fédère des centaines et des centaines de chaînes sur YouTube et qui totalise pour l'ensemble des milliards de vues. Milliards de vues qui vont ensuite monétiser chez les annonceurs. Et puis, Internet a un avantage fondamental sur la télé en matière de publicité. La télévision, c'est un média de masse. La publicité n'est pas ciblée, elle est diffusée à tout le monde. Internet permet, grâce à l'exploitation des données personnelles qu'ont ces plateformes, de cibler la publicité, d'adresser une publicité pour chaque type de l'audience. Cette tendance-là est en train de démarrer très fortement avec un raffinement des moyens de ciblage et d'utilisation des données du Big Data. Internet va de plus en plus rentrer en compétition frontale pour les budgets publicitaires des chaînes de télévision. Maintenant, les services VOD. On vient de publier un rapport qui dit qu'il y a plus de 3000 services VOD en Europe, soit, mais quand on regarde plus en détail, il y a beaucoup de services VOD, mais 60% sont établis ailleurs que le pays de réception. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ces services VOD jouent avec les mêmes règles de jeu que les services établis nationalement? Bien sûr que non. La régulation nationale ne s'applique pas en dehors du pays. La régulation européenne ne peut pas s'appliquer pour des acteurs qui sont établis aux États-Unis, par exemple. Il y a donc une réelle pression sur nos systèmes de financement de la création des œuvres. Et quand on regarde les défis, justement, cette pression sur les financements commence fortement à se faire sentir en début d'année 2014, craignant l'arrivée de Netflix en France. Les 3 PDG des chaînes commerciales françaises ont écrit une lettre à l'Élysée pour se plaindre de leurs contraintes, de leur obligation en matière d'investissement dans la création, citant notamment une concurrence déloyale de la part de Netflix et des autres acteurs qui, eux, n'y sont pas soumis. Quand on regarde un autre défi majeur pour vous, c'est l'accès aux plateformes importantes, dominantes. Il y a peut-être beaucoup de services, mais ce qu'on remarque sur ces marchés, pour chaque business model, il y a 1 ou 2 acteurs dominants. Donc il faut arriver dans les catalogues de ces acteurs si vous voulez vraiment toucher l'audience. Ceux qui ne certainement pas une chose aisée, comme Maxime va vous le raconter par la suite. Mais une fois arrivé dans les catalogues, des fois des catalogues ont plus de 50-70 000 œuvres, comment est-ce qu'on fait pour être exposé, recommandé à l'audience? Netflix utilise plus de 70 000 tags différents pour proposer à travers ses algorithmes des films à ses abonnés. Il y a une réelle question en matière d'exposition, de recommandation. Christina va vous donner plus en détail le retour de la consultation publique que la Commission européenne a effectué avec les meilleures pratiques en matière de mise en avant d'œuvres. Et finalement, un thème qui nous est cher à l'Observatoire, c'est la transparence des données. Comme je vous l'ai dit avant, c'est un marché très opaque, que ce soit des données financières, d'audience, de transactions, et même en matière de catalogue, peu de données circulent. Des données existent sur les marchés traditionnels, soit la télévision, le cinéma, le DVD. Pourquoi pas sur le marché? Avoir accès à ces données est très important pour vous. Ça vous permet de mieux connaître votre audience, votre succès, et pour nous, analystes, et pour les législateurs, de mieux connaître le marché, décrire le marché et voir vers où vont les tendances. Les données sur Internet sont un avantage compétitif. On comprend que ces acteurs ne les communiquent pas forcément, mais un minimum doit être
doit être fait pour une meilleure transparence de ce marché. Ici, juste un exemple pour vous montrer la contribution des différents acteurs au fond du CNC en 2013. On voit que les distributeurs VOD contribuent un petit peu sur la masse totale. Il faut savoir ici, c'est juste les 3 plus grands services VOD en France, Orange, Canal+, et SFR, qui contribuent à hauteur de 25 millions. Et ici, je voudrais dire, c'est un marché naissant. Ça fait pas longtemps que la VOD commence réellement à décoller. On est donc dans une phase de transition, et c'est sûr que pour l'instant, ces acteurs ne peuvent pas encore contribuer tellement au financement. Ici, un exemple qui nous vient de la Grande-Bretagne, de la British Video Association. 2012, quand on regarde les parts de marché, la vente digitale, un acteur, iTunes, s'accapare 80% du marché. C'est donc une compétition monopolistique avec les autres acteurs qui s'engagent. Différentes situations sur le marché de la SVOD, les deux mastodontes, Amazon, Netflix, disposent de plus de 95% du marché. Vous voyez donc qu'il est vraiment très important pour vous d'arriver à intégrer ces catalogues de ces acteurs importants. Mais Internet est pour moi surtout une opportunité. Vous pouvez toucher votre audience et démultiplier. Avant, elle était restreinte à quelques pays nationaux. Avec Internet, virtuellement, vous pouvez toucher beaucoup plus de monde. Ensuite, ça vous permet l'interaction dans les deux sens avec votre audience. Il est très important dans ce nouveau environnement digital d'interagir, de communiquer, de changer sa façon de marketer, de communiquer sur vos œuvres. Je parle ici de construction d'audience, utilisant les services de réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube et Traders. Il est très important d'adapter la façon de communiquer, de marketer l'œuvre. Ensuite, ça peut aussi donner lieu à des financements par des nouveaux acteurs et des nouveaux modèles de financement. Bien sûr, pour l'instant, ce qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est House of Cards de Netflix, mais ce n'est pas le seul. Les acteurs américains commencent déjà à investir fortement en contenu pour se différencier de leur concurrence. En Europe, on va y arriver lentement, on n'y est pas encore, mais c'est quand même une tendance de fond. Pour se différencier, il faut avoir du contenu original, il faut avoir quelque chose que les autres services ne proposent pas. Je ne vois pas de raison pourquoi cette tendance reviendrait par là. Autre modèle de financement. Ici, on peut parler de crowdfunding, mais aussi des annonces comme celle de Google sur YouTube qui va permettre à l'audience d'offrir 1 à 500 $ aux œuvres qu'ils estiment vouloir supporter. Un bouton simple, un clic, et on peut donner 2-3 € à un créateur de contenu. Et finalement, Internet, c'est une économie de réseau. La taille et les économies d'échelle sont très importantes. C'est donc peut-être aussi une opportunité de s'unir, de collaborer ensemble pour avoir cette taille nécessaire pour investir dans ces nouveaux marchés. Maxime va vous donner par la suite l'exemple concret de EuroVOD sur ce point-là. Et puis, pourquoi vouloir transposer les modèles de l'écosystème traditionnel au monde digital? C'est très dur, il y a plein d'obstacles qui s'y opposent. Ici, je ne vous citerai pas l'exemple du secteur visuel, mais pensez juste à Uber, cette application qui permet de commander un taxi et des voitures. Vous avez vu ce que ça fait comme effet en Europe, mais l'économie digitale permet justement à des acteurs innovants, avec des nouveaux business models, des nouveaux services, d'atteindre une audience, une clientèle plus importante. Et je pense qu'il est aussi temps pour le secteur du visuel d'expérimenter, d'essayer d'autres choses, une nouvelle façon de faire, de produire, de communiquer. Et cas particulier de la France, ce serait peut-être aussi l'occasion d'adapter la chronologie des médias. La chronologie des médias étant différente d'un pays à d'un autre, comment dans un monde de consommation instantanée sur tous les écrans, est-ce qu'on peut encore être derrière d'autres pays, derrière nos voisins en matière de chronologie des médias. Mais sur ce, je vais m'en arrêter là, juste pour vous dire, voilà, dans un monde d'abondance, d'accidents instantanés, où le consommateur a le contrôle sur sa consommation, où l'attention est la ressource rare, il faut s'adapter, il faut trouver des nouvelles solutions et être innovant. Voilà, et maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement vos panélistes pour une discussion.
Donc, Christiana va vous présenter les retours de la consultation. Vielen Dank. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich bin sehr froh, Ihnen ein bisschen darüber zu sprechen, was die Europäische Kommission in diesem Bereich versucht zu machen. Wir sehen Video-on-Demand wirklich als eine Chance für das europäische Film an und gerade in Anbetracht der Tatsachen, die Christian gerade vorgestellt hat. Wir glauben, dass in unserer Zeit, wo auch immer schwieriger ist, für Filme auf Leinwänden zu kommen, Video-on-Demand wirklich eine Möglichkeit ist, ein breiteres Publikum zu erreichen, gerade grenzübergreifend. Sehr wenige Filme schaffen es, außerhalb ihres Herkunftslandes auf Leinwänden zu kommen und da könnte auch Video-on-Demand eine Möglichkeit sein. Aber was kann man dafür tun, dass Video-on-Demand wirklich eine Chance für europäische Filme wird und dass man diese Chance wirklich wahrnehmen kann? Denn wie gesagt, im Internet gibt es immer mehr und mehr Filme und europäische Filme sind einem sehr großen Wettbewerb ausgesetzt. Es gibt schon ein rechtliches Instrument im europäischen Recht, in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste. Diese Richtlinie, Artikel 13 von dieser Richtlinie, führt eine Obligation für die Mitgliedstaaten ein, europäische Filme auch on demand zu fördern. Also es gibt, wie Sie vielleicht wissen, eine bestimmte Quote für das lineare Fernsehen und es gibt diese andere Paragraph, diese andere Maßnahme, demnach Mitgliedstaaten etwas zur Förderung von europäischen Filmen in On-Demand-Diensten unternehmen müssen. Wie kann das in Praxis geschehen? Die Richtlinie gibt 3 Beispiele dafür. Eine Möglichkeit ist es, auch hier einen verbindlichen Anteil festzulegen, also zum Beispiel ein bestimmter Anteil von einem VOD-Katalog muss europäische Filme enthalten. Und eine andere Möglichkeit ist es dann aber zum Beispiel finanzielle Verpflichtungen auf Video-on-Demand-Dienste aufzuerlegen, zum Beispiel in der Form einer Investition. Und die dritte Möglichkeit, die dort erwähnt ist eine Hervorhebung von europäischen Filmen in Online-Diensten. Was bedeutet das in Praxis? Das ist eigentlich nichts anderes als auf der Webseite oder auch die Webseite unterstützende Maßnahmen, Marketingmaßnahmen zu versuchen, europäischen Filmen mehr Sichtbarkeit zu geben. Dass man sie wirklich zum Beispiel auf der Webseite mehr Prominenz gibt, dass man Banner dazu benutzt, Aufmerksamkeit auf europäische Filme zu lenken oder Trailer benutzt, Social Media mit einbindet. Also da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und das ist aber eine Richtlinie. Und wie oft geht es darum, wie die Umsetzung in der Praxis aussieht. Und da es wirklich noch ein ziemlich neuer Markt ist, haben wir uns überlegt, was wir dafür tun könnten, dass wirklich solche Maßnahmen eingeführt werden in den verschiedenen Mitgliedstaaten, die wirklich ein gutes Ergebnis haben, dass sie wirklich europäischen Filmen helfen können, mehr präsent zu sein auf diesen Plattformen. Was wir gemacht haben, wir haben auf die Praxis geschaut. Wir haben letztes Jahr verschiedene Teilnehmer von dem Sektor befragt, was sie über dieses Thema denken. Wir haben einen Fragebogen an die Regulierungsbehörden geschickt von allen Mitgliedstaaten, um zu wissen, welche Maßnahmen sie haben in den Mitgliedstaaten und wie es funktioniert in der Praxis, was sie darüber meinen. Dann haben wir auch eine große Veranstaltung gehabt für die Industrie, wo wir Teilnehmer
eingeladen haben von den verschiedenen Segmenten. Es waren viele Video-on-Demand-Anbieter dabei, amerikanische, auch Netflix war mit dabei, aber viele europäische Anbieter. Fernsehsender waren auch mit dabei, Produzenten, Marketing-Experten, Filmförderungsstellen. Und wir haben eigentlich mit ihnen diese 3 Methoden besprochen, was sie darüber denken, was funktioniert und was weniger funktioniert. Und wir haben auch eine große öffentliche Konsultation letztes Jahr gehabt im Zusammenhang mit unserem Grünbuch, das untersucht, ob die Richtlinie noch in unserem Zeitalter angemessen ist. Und aus all diesen Beiträgen haben wir letzte Woche ein Dokument veröffentlicht auf unserer Webseite mit dem Titel Förderung von europäischen Filmen in Praxis. Das ist frei zugänglich und da haben wir zusammengefasst, was wir durch diese Konsultationen herausgefunden haben. Da haben wir eigentlich festgestellt, oder die Beiträge, die wir erhalten haben, haben ergeben, dass diese obligatorische Anteile in den Katalogen vielleicht weniger für diese Online-Umgebung angepasst sind. Weil man kann einen bestimmten Prozentsatz in einem VOD-Katalog festlegen. Das führt aber nach der Praxis nicht unbedingt dazu, dass diese Filme wirklich auch angeschaut werden. Ich werde da auch ein Beispiel dafür erwähnen. Auf der anderen Seite die finanziellen Beiträge, die in einigen Mitgliedstaaten auf Video-on-Demand-Dienste auferlegt werden, sind in gewisser Hinsicht sicherlich nützlich oder führen zu der Herstellung von neuen Werken. Also das ist in dieser Hinsicht sicherlich ein Instrument, das auch Ergebnisse hat. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, aufgrund der Beiträge, die wir erhalten haben, dass in dieser Zeit, wo wirklich Video-on-Demand-Anbieter, besonders europäische, wirklich noch eine Schwierigkeit haben, wirklich ihren Markt zu finden, ist es vielleicht zu viel Last auf sie erlegt. Und da haben die Beiträge, die wir erhalten haben, besonders von der Industrie, gesagt, dass wenn es um solche Investitionsverpflichtungen geht, wäre es wahrscheinlich viel nützlicher, Anreize für die Investitionen zu schaffen, zum Beispiel in der Form von Steuervorteilen oder in der Form, dass man einen besseren oder früheren Zugang zu den Filmen hat. Also zum Beispiel, dass man die Auswertungsfenster verkürzen kann. Was aber unser wirkliches Ergebnis ist, dass die Instrumente, die eine Hervorhebung oder die eine bessere Sichtbarkeit von europäischen Filmen anzielen, die scheinen am besten zu funktionieren. Auf der einen Seite legen sie nicht zu viele Lasten auf die Video-on-Demand-Anbieter und es fügt sich eigentlich auf in ihre natürlichen Tätigkeiten ein, da sie normalerweise die Filme, die sie in ihrem Katalog haben, auch gerne ein bisschen dafür Werbung machen, dass sie wirklich auch angeschaut werden. Also sie sehen es nicht als eine besondere Last an, wenn sie eine solche Obligation haben. Und auf der anderen Seite, die Mitgliedstaaten, die solche Praxis eingeführt haben, geben normalerweise ziemlich viel Freiheit an die On-Demand-Dienste, das wirklich in der Praxis umzusetzen, weil die wissen es eigentlich viel besser in der Praxis, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ein Beispiel für so ein System ist eigentlich das beste Beispiel, das wir vielleicht gefunden haben, ist im französischsprachigen Teil von Belgien. Da hat die Regulierungsbehörde sehr stark mit den Video-on-Demand-Diensten zusammengearbeitet und wirklich so ein System entwickelt, wo die Video-on-Demand-Anbieter verstärkt Mittel einsetzen, europäische Filme hervorzuheben,
für sie viel Marketing zu machen und in verschiedener Weise versuchen, die Interessen des Publikums anzuziehen. Und es war auch eine sehr transparente Methode. Sie haben die Ergebnisse 3 Jahre lang sehr intensiv verfolgt und auch veröffentlicht. Und dort hatte sich herausgestellt, dass zum Beispiel, wenn man 2 Video-on-Demand-Dienste vergleicht, von dem der eine mehr europäische Filme im Katalog hat und der andere weniger, aber derjenige, der weniger Filme im Katalog hat, verstärkte Promotionsmaßnahmen einsetzt. Dann war das Ergebnis, dass am Ende der Konsum von europäischen Werken bei diesem Anbieter viel höher war, trotz der Tatsache, dass der Katalog weniger europäische Werke beinhaltet hat. Auch praktische Beispiele zeigen, dass Promotion sehr gute Erfolge haben kann. Zum Beispiel bei einem Film, After the Wedding, haben die Promotionsmaßnahmen, die der Video-on-Demand-Anbieter benutzt hat, dazu geführt, dass 1500% die Abrufe 1500% angestiegen sind nach diesen Promotionsmaßnahmen. Und das ist ein System, mit dem eigentlich alle Teilnehmer auch sehr zufrieden sind. Und wir haben all diese Ergebnisse in diesem Dokument zusammengefasst und hoffen, dass es auch in der Praxis von den verschiedenen Mitgliedstaaten angewendet wird, gerade auch in Mitgliedstaaten, wo die Video-on-Demand-Märkte noch nicht so gut entwickelt sind und daher nicht so viel Erfahrungen gibt, wie man europäische Filme fördern kann. Und dadurch hoffen wir, dass wir dazu beitragen, dass europäische Filme eine wirklich gute Chance im Internet haben. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Christina. Ich glaube, was wichtig da ist, zeigt eben, dass in dieser neuen Ökonomie, wo die Attention, je ne vais pas en français, ça ira mieux. Je pense que l'exemple qu'elle vient de donner, c'est intéressant parce que ça montre à quel point capter l'attention par une mise en avant des œuvres, par un moyen de prominence, peut augmenter la consommation, peut inciter l'audience à vouloir consommer ces œuvres. Et je pense que c'est une piste qui doit être très certainement poursuivie dans le futur. Et maintenant, à Caroline qui va vous présenter les différents business models. Effectivement, Christian m'a demandé de vous replacer un peu les fondamentaux des définitions des différents modes de VOD et également des différents modes de négociation que vous pouvez avoir en fait avec les éditeurs de VOD aujourd'hui, alors principalement en France. Et je vais essayer de vous découper en fait comment se répartit la chaîne de valeur sur la VOD. Et ensuite, je vais un peu noircir le tableau de ce que je viens d'être dit, puisque je pense que Maxime enchaînera pour un peu vous dire ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas en France, comment effectivement, quelles sont les difficultés majeures, parce qu'il y a beaucoup d'ayants droit, je pense que c'est peut-être en train de disparaître, mais il y a beaucoup d'ayants droit qui pensent qu'effectivement la VOD c'est l'Eldorado, qu'on va gagner beaucoup d'argent, parce qu'effectivement on va arriver à capter l'attention et que tous ces petits films qui n'ont pas trouvé leur audience en cinéma trouveront leur audience sur Internet. Je suis un peu moins optimiste que Christian en la matière, on pourra en débattre. Donc après ma petite partie un peu définition, je vous raconterai un peu comment ça se passe, en tout cas au niveau de la VOD d'Arte. Donc aujourd'hui la VOD en fait c'est segmenté en un certain nombre de types d'activités. Donc vous avez ce qu'on appelle la VOD, donc la TVOD, donc ce qui est la VOD transactionnelle, qui comprend effectivement la VOD locative et la VOD définitive. Vient s'opposer ce qui est la SVOD, donc Subscription VOD par abonnement. Et le troisième mode de VOD, qui est assez peu utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la VOD, l'Advertising VOD, donc la VOD qui est financée par la publicité. Alors, en termes effectivement sur les questions de modèle économique,
Les deux modèles sont très différents. Sur la TIVOD, donc tout ce qui est transactionnel, on travaille en général, on propose, nous, éditeurs, aux producteurs, des modèles qui sont, en fait, qui sont partagés sur le marché. Peut-être qu'en Belgique ça diffère un peu, mais quand on fait de l'exploitation directe, c'est-à-dire que c'est Arte qui effectivement édite et distribue auprès du public votre film, on va vous proposer 50 ou 60% du prix hors taxe. On va voir comment ça se concrètement après sur un prix d'un long métrage, comment ça peut se découper. Sur ce qu'on appelle l'EST, donc la VOD pour téléchargement définitif ou l'achat, là les pourcentages sont en général plus importants pour les ayants droit. Donc on travaille sur 50%, mais certains studios américains en particulier vont plutôt nous demander 70% du prix hors taxe. Quand il s'agit d'une exploitation indirecte, c'est-à-dire que l'éditeur, Arte ou Universiné, est un intermédiaire entre vous et les plateformes qui vont distribuer le contenu, donc qui vont effectivement être au contact de votre public, donc les Orange, iTunes, etc. Là, sur le chiffre d'affaires éditeur, donc ce qu'on va toucher de la part de iTunes, Free ou Netflix, enfin pas Netflix en l'occurrence, mais sur les éditeurs sur les distributeurs d'offres de VOD transactionnelles, on va vous remonter entre 50 et 20%, 80%, pardon, 50 à 80% du chiffre d'affaires éditeur. Je pense qu'Universiné, par exemple, prend 20% de commission sur ce qu'ils vont toucher sur les transactions reçues par iTunes, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de négocier ce qu'on appelle un minimum transactionnel. Donc, c'est de dire à l'éditeur, vous faites ce que vous voulez avec mes films, mais même si vous les vendez, vous décidez de les vendre 99 centimes dans le cadre d'une promotion, moi, je veux toucher 1,20 €, 1,60 €. Alors, on est effectivement là, toujours dans le cadre du cinéma, donc long métrage, en général, les minimums transactionnels qui sont de 1,20 € sur des films de catalogue, et sur des nouveautés, on va être plutôt aux alentours de 1,60 €. Ça, c'est des pratiques vraiment extrêmement courantes. Alors là encore, peut-être qu'en Belgique, ça diffère un peu. Et il y a certains ayants droit qui essayent de négocier des minimums garantis. Donc l'idée, vous allez négocier 300, 500, 1000, 5000, 10 000 € pour effectivement pouvoir que l'éditeur puisse exploiter vos droits. C'est une pratique qui est de moins en moins courante, en tout cas selon le type du film que vous produisez. Mais par exemple, clairement, sur tout ce qui est documentaire, c'est une pratique qui n'est absolument pas établie en France, simplement parce que le marché n'existe pas, ou très très peu sur les documentaires, et même 300 € pour un éditeur de VOD, c'est effectivement un minimum garanti important pour un documentaire. Donc ça, c'était pour la TIVOD. Par rapport à la SVOD, donc là, il y a 3 modes possibles de négociation avec les éditeurs d'offres d'abonnement, donc Netflix, Canal Play. La plupart du temps, ils vous proposent d'acheter vos droits flat, donc en fait un montant forfaitaire pour 12-18 mois, en général le droit non exclusif. Donc les montants diffèrent en fonction simplement du succès de votre film en salle ou de l'attrait qu'il a pu avoir lors de sa diffusion en salle, à la télévision. Pardon. La deuxième possibilité, qui est souvent proposée par des plus petits éditeurs d'offres de SVOD, c'est finalement de partager le chiffre d'affaires. En fait, il y a 50% du chiffre d'affaires qui va être conservé par l'éditeur pour couvrir tous les frais bancaires, bande passante, édition, marketing, transcodage, etc. Les 50% restants vont être répartis entre les ayants droit au prorata des actes. Donc, on calcule le prix moyen d'un acte en faisant une de 3, et ensuite on répartit en fonction. Donc, si votre film n'a pas été vu, vous touchez effectivement pas grand-chose. Le troisième modèle qui se pratique, qui est assez rare, mais c'est de proposer une rémunération à l'acte. Mais au lieu de vous proposer 1,20 € de minimum transactionnel, là on va descendre sur des montants qui sont très 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 petits, sachant que ça peut être du 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes pour un visionnage.
Les éditeurs en vous expliquant que comme ça va très très bien marcher, vous allez faire des volumes incroyables et forcément vous allez vous y retrouver. Donc moi je reste assez dubitative sur ce modèle, mais il y a encore quelques éditeurs de SVOD qui le proposent. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne pour l'exploitation directe et indirecte? Je vous ai mis des exemples en basant sur un prix de long métrage, donc cinéma hors nouveauté, puisque les prix pratiqués en France sont à 4,99 pour les nouveautés, sauf sur iTunes qui propose à 3,99, puisqu'ils ont un avantage de TVA, et c'est pour ça qu'ils peuvent proposer des prix 1 € moins chers que tous les autres éditeurs de VOD en France. Donc sur ce prix public de 3,99 over the top, on a la TVA à 20% et la taxe CNC, alors que je nomme TSA, mais c'est plutôt une taxe sur la vidéo qui est de 2%. Donc c'est des 2% qui est reversé à la fois sur toutes les ventes DVD et également tous les actes de VOD en France. Donc on a 73 centimes qui partent et sur ce prix hors toute taxe, on va payer les sociétés de gestion collective de droits d'auteur. En tout cas pour les éditeurs qui ont signé des accords, et il y en a très peu aujourd'hui en France qui ont signé des accords avec la SACEM, la SACD, la SCAM, la DAGP, etc. Donc pour un film de long métrage, il y a 4,25% qui vont effectivement abonder et la SACEM et la SACD. Donc c'est ce qui représente 14 centimes. Alors c'est là où ça diffère, c'est que d'un côté, quand on est en exploitation directe, donc la base de répartition avec le producteur est à 3,12 € et donc on remonte 60% au producteur, donc 1,87 €, ce qui peut être supérieur au minimum transactionnel de 1,60 € et nous gardons 40%, soit 1,25 € pour couvrir les frais bancaires, la bande passante, l'hébergement, l'édition, le transcodage, le marketing. Dans le cas d'une exploitation indirecte, par exemple sur Free, on va effectivement retirer la commission de Free qui prend 30%, sachant que la commission des tiers opérateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, peut monter jusqu'à 50%. Et à ce moment-là, la base de répartition descend à 2,14 €. Et là, vous touchez, étant donné qu'il y a un intermédiaire entre le public et vous, 80% de cette rémunération, de cette base de répartition. Donc 1,71 € sur une transaction. La part de l'éditeur descend à 43 centimes, alors qu'il prend toujours en charge l'édition, le transcodage et le marketing. Petite parenthèse, chaque plateforme aujourd'hui qui diffuse de la VOD en France exige un format de fichier différent. Donc en fait, ce n'est pas un format de fichier qu'on arrive à amortir sur l'ensemble des exploitations, c'est qu'aujourd'hui on a un fichier à prix, un fichier américain, un fichier Orange, un fichier iTunes, etc. Donc les frais, ne serait-ce que les frais fixes, dès le départ peuvent être assez importants. Et la part de Free donc du distributeur est de 98 centimes. Je vous ai mis en regard peut-être les modèles que vous avez plus en tête, jusque-là, qui est la rémunération en termes de DVD. Alors déjà en DVD, il y a une négociation de minimum garantie qui se fait de façon traditionnelle et avec des montants qui ont été pendant des années assez hauts. Et là, le système de répartition est un peu différent, donc on a toujours la TVA et la taxe CNC, et qui s'élève à 2,74 € si on prend le prix moyen d'un DVD à 15 €. Et sur le prix public hors taxe, vous allez avoir les rabais, remises, ristournes. Donc en fait, il y a 47% qui partent pour rémunérer la FNAC, Feu, Virgin, et le distributeur, donc en fait le VRP qui va effectivement aller vendre des DVD dans chacune des FNAC, qui peut être Sony ou d'autres plus petits diffuseurs. La base de répartition à ce moment-là est de 6,49 € et dans le cas du DVD, en fait, la part du producteur est beaucoup plus petite, c'est 20%. D'où l'intérêt de négocier un MG en amont le plus fort possible parce que derrière, on a peu de chances de revoir de l'argent suite à l'exploitation d'un DVD. Et simplement pour finir, c'était pour vous, voilà, en sortant les pourcentages, on voit clairement que
Le marché de la VOD, contrairement à l'ensemble des exploitations aujourd'hui en cinéma, propose un pourcentage de rémunération très fort aux ayants droit, puisque vous voyez qu'on est entre 53 et 58% sur la VOD versus 11% sur le DVD. La grande différence, c'est que le prix unitaire d'un DVD n'a pas été aujourd'hui remplacé par le prix unitaire d'une VOD, dans le sens où les gens qui avant achetaient un DVD, maintenant ils louent en VOD. Et encore quand ils louent en VOD, parce qu'en général ils vont télécharger illégalement. Donc non seulement le marché en termes de quantité vendue n'a absolument pas rejoint le marché du DVD, et en termes de chiffre d'affaires, on n'arrive pas à compenser la perte du marché DVD, qui est quand même en très grosse perte, baisse, puisque alors, sur la France, l'an dernier, même si, enfin, sur le DVD, on a quand même des chiffres qui sont très très précis, on est quand même à moins 17%. Donc on a moins 17% sur le DVD et la VOD qui monte, qui stagne, mais qui monte très très doucement et qui va progresser principalement sur les éditeurs OTT, comme on a dit, c'est-à-dire plutôt les iTunes et les futurs Netflix. Donc c'était voilà, pour simplement replacer en disant, certes il y a un marché en croissance, il y a des opportunités. Après, ça se focalise sur des acteurs, ça se focalise sur le cinéma, les nouveautés, les blockbusters. Et derrière, principalement pour le documentaire, qui est ce qu'on essaye de diffuser au maximum, c'est 0,35% du marché aujourd'hui en France. Donc, pas beaucoup. D'où un vrai challenge pour, en tout cas, je pense, des éditeurs qui ont des marques comme Arte, pour essayer justement de fédérer les catalogues, pour essayer de proposer d'autres choses au public que du Netflix. Et je pense que l'initiative, pareil, de VOD va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on sait que chacun, dans notre coin, on aura du mal à survivre dans ce grand océan d'Internet, et que c'est en essayant de regrouper les catalogues et d'avoir effectivement une politique peut-être intelligente en termes de marketing, d'essayer à peu près de sortir du lot. Mais aujourd'hui, le défi est vraiment là. Merci Caroline. Donc, vous avez bien montré qu'il y avait beaucoup de défis. Mais il ne faut pas oublier que l'innovation, comme l'économiste compatriote, moi, Schumpeter l'a décrit, il y a ce qui s'appelle la destruction créative. À chaque phase d'innovation, il y a un temps d'adaptation. Donc je pense, ici, nous sommes encore dans des marchés naissants, on est en phase de transition, et peut-être l'avenir, le futur, réservera aussi des jours plus heureux, nous allons voir. Et pour l'instant, je passe la parole à Maxime, qui va nous présenter l'initiative EuroVOD. Bonjour à tous, merci. Merci Caroline, Christina. Voilà, donc je ne suis, contrairement à ce qui a été dit précédemment, pas managing director de EuroVOD, donc cette fédération européenne de plateformes VOD initiée par des producteurs et distributeurs dans aujourd'hui 14 pays européens qui sont réunis en fédération. Donc je vais essayer d'être court pour vraiment vous amener à identifier quelques mots-clés pour qu'ensuite on puisse bien évidemment débattre avec vous tous. Voilà, c'est évidemment le but, c'est que vous puissiez participer également. Donc voilà, EuroVOD, c'est une initiative qui existe depuis 2010 et qui est initiée par des PME indépendantes qui se rassemblent et développent ensemble leur activité afin de faire face à une forte compétition, bien entendu. Les enjeux sont colossaux, on le sait. Le cinéma européen aura beaucoup de mal à se positionner, malgré tous les efforts, bien sûr, de différents opérateurs culturels qui peuvent être Arte ou bien entendu, dans le cadre des obligations de présence sur le cinéma européen, les enjeux sont malgré tout très importants aussi, et particulièrement pour le documentaire. Je crois qu'il y a beaucoup de producteurs documentaires dans la salle. Voilà, donc l'idée était de vraiment fonctionner sur une bottom-up approach, vraiment d'avoir une association d'entreprises similaires à travers l'Europe, qui est l'Université de Belgium, dont là je suis bien le managing director, bien sûr. Donc ce sont à
travers l'Europe, donc comme je l'ai dit, des plateformes VOD qui ont été développées par des producteurs et distributeurs en France. Vous connaissez peut-être, pour nombreux d'entre vous, français dans la salle, l'initiative qui existe depuis 2001 et qui a été initiée par 49 producteurs-distributeurs, dont certains sont d'ailleurs, je crois, dans la salle, et qui aujourd'hui représente un catalogue de plus de 3000 films, je vais l'expliquer dans un instant. Nous avons fait vraiment la même chose en Belgique, avec initialement 36 producteurs, qui au tout début étaient 3-4, dont les frères Dardet. Donc c'est vraiment une initiative de producteurs indépendants visant donc à développer l'exploitation et la distribution de leurs films le plus largement possible. Donc il y a une structure de management collaboratif qui a été créée, qui est basée à Paris. C'est une association sans à but non lucratif, comme on dit en France, donc régie par la loi 1901. Donc les membres fondateurs de l'EuroVOD sont bien entendu Univers Ciné France. On dit Univers Ciné France, c'est plus simple. Donc c'est cette plateforme qui travaille à l'exploitation de films au travers de services dédiés au cinéma indépendant sur l'ensemble des écrans. Donc c'est multi-device. Vous voulez avoir accès à ces catalogues tant VOD, donc comme je rejoins ce qui a été dit par Caroline, tant en TVOD en fait qu'en EST, en Electronic Sales Tube, téléchargement définitif, qui représente bien sûr un important développement pour Univers Ciné en France, et qui est également disponible sur énormément de services d'opérateurs IPTV, câble opérateurs. Ça a été de grands challenges pour amener cette offre de producteurs, distributeurs indépendants à être représentés le plus largement possible. Donc Univers Ciné Belgium, comme je l'ai dit, donc aujourd'hui on est à plus de 4000 films indépendants représentés. Là dans ce cas aussi inclus dans ce catalogue donc, du documentaire, du court-métrage. Le but était de fédérer autour d'une même initiative sur un petit territoire comme la Belgique, qui est déjà assez compliqué, un maximum de producteurs des différents genres, des différents formats, mais ça reste du cinéma et pas de flux. Donc on est en français et néerlandais, il y a d'autres initiatives comme Filmit en Autriche, qui est peut-être connu de certains ici, qui se développe très bien avec une formidable technologie, une équipe très engagée aussi sur le développement de leurs activités en Allemagne. Filmin en Espagne, qui est un modèle pour nous, qui a développé une offre à la base avec 12 distributeurs, dont bien sûr les frères Almodovar, et qui aujourd'hui est l'un des principaux opérateurs en Espagne, qui a vraiment une offre très très riche de films indépendants européens. Volta en Irlande, vous voyez ici derrière moi aussi un site qui a obtenu des prix importants en Irlande, un catalogue qui se développe, qui est initié par Element Pictures, qui va d'ailleurs développer une initiative en Angleterre également, le Kino en Suisse, pour les Suisses présents dans la salle, qui s'est développé il y a peu de temps, qui a beaucoup de mal à se positionner sur le marché suisse, qui n'est pas évident, sachant qu'il y a 3, c'est pas 4 langues, mais qui se développe et qui va encore se développer largement avec le développement tant de nouvelles technologies que d'associations plus fortes avec EuroVOD. Et puis Good Movies en Allemagne, pour ceux qui connaissent, qui est également l'association de 10 distributeurs de cinéma indépendants autour de la région de Berlin. Catalogue qui se développe également, qui est initialement un catalogue DVD. Je vais essayer d'être encore une fois, que je vais faire attention d'être le plus court possible. Donc l'objectif c'est bien l'émission de promouvoir la vidéo à la demande comme un nouveau canal de distribution, ça reste émergent. Ça n'est pas encore un marché pleinement mûr, il va fortement se structurer dans les 3 prochaines années, tant par l'arrivée de Amazon sur le continent que par, bien sûr, cette arrivée qui est un peu effrayante, mais auquel on s'attend tous depuis toujours, depuis qu'on en entend parler, c'est Netflix, au mois de septembre en France, en Belgique. Le benchmark des meilleurs services du secteur, c'est vraiment l'idée d'identifier les meilleures pratiques
et créer un modèle collaboratif entre les membres de l'association et les autres plateformes de VOD indépendantes, donc on se réunit tant que possible. Donc un management collaboratif, comme j'ai dit, mutualiser les ressources et les coûts, ça c'est indispensable dans le marché européen que l'on connaît, donc tant mutualisation de la bande passante, du stockage, du sous-titrage, des négociations pour l'obtention des acquisitions, pour la question des acquisitions des droits. On fait un échange tant au niveau de l'expertise technique, du savoir-faire, des contacts bien entendu. On travaille avec aujourd'hui plus de 850 ayants droit européens, c'est un catalogue de près de 10 000 films au niveau européen. Donc autant se simplifier la vie en travaillant ensemble, plutôt qu'aller voir les mêmes ayants droit chacun de son côté. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ça nous est... c'est beaucoup plus pratique pour des petits opérateurs comme je suis en Belgique, évidemment. Nous n'avons pas les mêmes ressources qu'un ami allemand ou français, qui a un beaucoup plus large marché, donc voilà, des revenus beaucoup plus importants et des équipes beaucoup plus importantes. L'idée étant aussi d'avoir une stratégie commune pour identifier les titulaires des droits et négocier ensemble, construire un catalogue commun de films européens accessibles dans chaque pays de la fédération. Alors, comme je l'ai dit, c'est augmenter la circulation internationale de films européens, protéger la variété du cinéma européen pour promouvoir le cinéma indépendant de qualité à travers l'Europe. Je continue à jeter les mots-clés pour promouvoir les nouveaux talents aussi. On a eu l'occasion, bien entendu, je parle pour la Belgique, d'exploiter des films qui n'avaient aucune distribution salle ni d'édition DVD, et ça a été parfois des formidables découvertes pour les publics auxquels on s'adresse. Donc le cœur du réseau Eurovod est composé de 7 pays pour une population totale de 220 millions de personnes potentielles utilisateurs de nos services. L'ensemble du réseau se compose actuellement, comme j'ai dit, de 14 pays. Les discussions sont en cours avec la Slovaquie, des opérateurs j'entends en Slovaquie, Roumanie, Suède, en Italie, c'est confirmé, en Hongrie. Les objectifs à atteindre pour les 3 prochaines années sont bien entendu augmenter le nombre de membres actifs. On voudrait voir certains des membres plus actifs et pour qu'on soit réellement une fédération de 15 partenaires représentant des initiatives dans 15 pays. Voilà, développer un back-office commun, faire de Eurovod une centrale d'achat et réduire les dépenses des membres de 25%. C'est l'un des défis indispensables au développement d'initiatives européennes qui puissent se positionner encore une fois par rapport aux pure players, aux grands acteurs que j'ai cités à l'instant. Enrichir le catalogue des plateformes de Eurovod de 100 films européens par an qui seront sous-titrés, proposés en ligne, c'est déjà le cas. Alors, encore une fois, la question posée aujourd'hui, c'est quelles sont les opportunités et risques de ce marché VOD. Il y a parce qu'il y a bien une spécificité européenne, une mosaïque culturelle, avec des valeurs communes, mais néanmoins avec des orientations très différentes. Il y a bien sûr une présence dominante des productions hollywoodiennes, bien plus en Belgique qu'en France ou en Allemagne, je pense. Donc il y a une vitalité de certaines productions, il y a néanmoins une forte vitalité des productions européennes, de certaines cinématographies en tout cas. Il y a une réelle évolution de la nature de la demande, on le voit, on l'a évoqué à l'instant, le public est de plus en plus jeune, ça s'étend de plus en plus, mais ça se formate aussi de plus en plus. Donc c'est là tout l'enjeu qu'on a évoqué sur la promotion, l'éditorialisation. Une mosaïque linguistique culturelle, une complexité, hétérogénéité des marchés européens. Il y a bien sûr, comme je l'ai dit, des identités nationales versus une identité, peut-être plutôt des identités européennes. Il y a toute la question des licences territoriales et par rapport à cette question très actuelle au niveau de l'Europe, du programme européen, d'organiser tant que possible des licences transnationales. Et je crois que c'est un bon endroit, une belle occasion d'en parler de cette question des acquisitions transnationales.
voilà, il y a des tendances et caractéristiques de cette demande sur les services OTT qu'on a cités. Le public est de plus en plus jeune, l'intérêt principal se porte sur le cinéma de divertissement et film de genre. C'est là tout le défi à relever au niveau éditorial. Bon, chez Univers Ciné, on a réalisé plus de 1300 interviews filmées de comédiens, de réalisateurs. C'est un réel défi pour nous que de nous positionner de manière différente et de ne pas chercher à faire ce que Netflix va faire, c'est-à-dire raser tout le marché avec une offre très mainstream, 80% de films américains, pas d'interviews, et malgré 70 000 genres différents auxquels peuvent accéder les utilisateurs de Netflix, les abonnés de Netflix, je pense quand même qu'on va avoir un réel entonnoir et qu'on va nous diriger au travers de ces services, pas seulement Netflix mais d'autres, généralement vers le même contenu. C'est la différence qu'on veut avoir nous, chez nous, c'est d'essayer d'orienter le public vers la découverte, vers donner un nouveau souffle à des films aussi. Voilà, donc la curiosité des utilisateurs semble être plus limitée. C'est une conséquence d'une forme de formatage culturel vers la fin du schéma classique socioculturel des dernières décennies. Je crois que la culture européenne, les cultures nationales ont sensiblement évolué avec une forme de globalisation. La globalisation, pardon. Et bon, est-ce qu'Internet est une opportunité? Ben oui, il n'y a pas de frontières physiques, seulement linguistiques. Il y a un accès instantané pour les utilisateurs, nouvelles possibilités de création, financement, distribution, indispensable défi à relever par les centres nationaux de cinéma pour coordonner ça. C'est un réel risque, piratage, 23 millions de films téléchargés en streaming illégalement au mois de décembre en France. Ça fait peur. La difficulté d'obtenir la visibilité, la difficulté de prévoir son évolution, comment en obtenir les meilleurs, nécessité claire de défendre la variété, nécessité d'un règlement juridique, les questions évoquées sur les sociétés de gestion collective sont très importantes. Tony Cruz l'a évoqué, je crois, à Amsterdam cette semaine. Il n'y a pas de coordination au niveau de la question des reversements de cette gestion collective. Il faut clarifier ces questions de droit d'auteur, de coordination européenne au niveau des sociétés de gestion collective aussi. Merci. Merci Maxime.